Soirée exceptionnelle avec Guillaume, qui nous fait l'honneur d'être avec nous sur cette chaîne Twitch pour la soirée. Toi, tu as gagné 2 places dans la même soirée. Et pourquoi? Eh bien, parce que en première partie, on va parler de tes livres. Mais parce qu'il y a de l'actu, très très récente, donc ça c'est génial. Tes 2 premiers livres qui sont réédités, et puis l'autre qui est toujours disponible, on va en parler. Deuxième partie de soirée, eh bien, on va parler de ce voyage. Je sais pas si on peut dire tour du monde. Est-ce que tu as vraiment fait le tour du monde? Techniquement non. Techniquement non, puisqu'on a fait demi-tour et on est revenu sur nos pas. Mais l'objectif, c'était bien quand même au départ de faire le tour du monde. Malheureusement, le Covid a fait qu'on a dû s'adapter aussi un petit peu. On en parlera tout à l'heure. Ça fait partie des choses qui ont drivé aussi un petit peu ces mois de voyage. Ouais. Sans aucun doute, je n'en doute pas. Et donc, pour les gens qui le découvrent, Guillaume a décidé une petite virée en famille, mais pas le genre on va à la mer du Nord ou du Sud pour les Français, ou de l'Ouest ou de l'Est, peu importe. Non, lui il part longtemps, il part loin, il se fait plaisir. Hein. Donc voilà, beaucoup de destinations. On va voyager en photo puisque tu es revenu avec Ouais. quelques clichés souvenirs. Ouais, On va pouvoir... j'espère que je vais pas trop vous saouler avec mes photos. Non, écoute, on va évidemment parler du voyage. Puis, vu qu'on est sur une chaîne un peu littéraire, on va aussi aborder tout ce que ça peut apporter à l'auteur que tu es. Ouais. Et ça, je sais que ça passionne c'est ça. beaucoup de gens. Mais avant tout, parce que tu n'y couperas pas, c'est comme ça sur cette chaîne, on va faire connaissance avec toi, avec le portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Je vous le dis chaque semaine, mais c'est vrai, le monde entier nous l'envie. D'ailleurs, tu nous le diras, mais je pense que dans ton tour du monde, qui n'était pas tout à fait un tour du monde, mais on a dû te parler de ce questionnaire. Ah oui, complètement. Ouais. Chaque Dans tous les pays... pays, on en parle. Ouais. En espagnol, en polynésien, en anglais, tout le monde en parle. Et ben voilà. Et donc, on va commencer tout de suite. Si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi, en quelques mots? C'est une question toujours très compliquée Merci. de choisir un livre. Il y en a tellement, il y en a tellement à notre disposition. Après, j'ai l'habitude de citer. Il y a 2 livres que je cite en général quand on me pose cette question-là. Euh, le premier, c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, et le second, c'est Les fourmis de Bernard Werber. Alors, c'est 2 bouquins que j'ai lus quand j'étais ado. Et en fait, je pense que c'est vraiment les livres qui m'ont fait comprendre, d'une part, la puissance de la lecture, dans dans le sens, la possibilité de faire passer des messages, comme dans Fahrenheit 451 par exemple, et aussi la puissance de l'écriture, dans le sens où finalement tout est possible. Quand on lit Les fourmis de Bernard Werber, on est quand même en train de lire l'histoire d'une fourmilière. Donc ça peut paraître complètement farfelu, et pourtant ça marche même super bien. Et du coup, c'est vraiment les livres qui m'ont fait comprendre que finalement, avec l'écriture, on pouvait faire ce qu'on voulait. Dans n'importe quel domaine, on pouvait se permettre de partir dans des délires ou de faire passer des messages quand on a envie de faire passer des messages. Donc c'est vraiment les 2 livres que j'aime bien citer quand on me pose ce genre de questions. Et ça fait un beau prologue à ce qui suit, faire passer des messages, tout ça. On va en reparler, hein, puisque dans tes livres, il y a un peu ça. Si tu étais un format, lequel choisirais-tu? Un format de livre, tu veux dire? 2 livres, donc poche, grand format, e-book, audio, autre chose. Ouais, alors je dirais plutôt livre de poche, même si pour l'instant j'ai pas la chance encore d'être publié en poche. Je dirais plutôt livre de poche parce que c'est un livre que je qualifierais de plus abordable. C'est un livre tout public. Enfin, tout le monde peut pas se permettre d'acheter systématiquement des formats brochés à 20 euros, voire même maintenant bien plus, hein, quand on voit certaines nouveautés qui sortent à 24-25 euros, ça commence à devenir quand même des sacrés budgets. Donc je trouve que le livre de poche a quand même cette faculté d'ouvrir la lecture à des plus petits budgets. Livre audio, je dois reconnaître que j'ai jamais testé. Il faudrait que j'essaye un jour. Et les formats numériques, je m'y suis mis forcément un petit peu pendant le voyage parce que j'allais pas partir avec une valise complète de livres. Maintenant, j'ai eu du mal à lire aussi pendant le voyage. C'était pas vraiment
le moment même s'il y avait des temps calmes, des temps de transport, etc., c'était compliqué de se mettre dans la lecture. Mais j'ai quand même toujours un peu de mal avec le format numérique. J'aime bien avoir l'objet papier entre les mains. Bah, je te souhaite de trouver un éditeur poche. Ce serait Hum. top. Du coup, Oui, j'aimerais bien. bah, de Je ce sais que format, nos amis d'IFS y travaillent. il travaille. Ce format poche, mais on en parlait avec Magali Collet hein, la semaine dernière, puisque Tornada sort ses livres directement en format Ouais. poche. C'est un beau débat qui vit. Si tu étais une maison Hum. d'édition, laquelle choisirais-tu? Je sais laquelle tu ne choisirais pas, mais Ouais, ouais. Alors ça, ouais, là pour le coup, oui, c'est très facile, ouais. Eh ben, je choisis sans hésiter les éditions IFS parce que c'est vraiment une belle petite famille dans laquelle on s'est retrouvés. Il y a vraiment cette notion de partenaire entre l'auteur et l'éditeur qui, voilà, pour avoir vécu autre chose par le passé, ça fait plaisir de se retrouver dans cette situation-là. Ouais. et donc je ne sais pas si les personnes auront envie d'en parler, mais je faisais cette petite private joke puisque ben, je l'ai dit, tes Oui, deux oui, après, premiers on livres parle. sont réédités, ce qui veut dire qu'ils l'étaient déjà, mais que ça s'est passé d'une manière un peu chaotique. La faute à pas de chance, et puis au reste. Mais le monde de Ouais, l'édition est un je sais peu... pas si, je sais pas s'il y a que la chance qui Je joue pense dans pas non ce genre plus. de Je, débâcle. je pense pas non plus. Bonsoir Attraction Duty, bienvenue. Je vois que vous nous rejoignez petit à petit, ça fait plaisir. On va passer une toute belle soirée. Si tu étais un rayon dans une librairie, Ah, tu m'aurais posé la question il y a, allez, on va dire 25 ans, 30 ans, je t'aurais dit rayon SF. Aujourd'hui, je te répondrais plus quand même rayon polar, polar thriller. Parce que bah, c'est ce que j'écris, mais c'est aussi ce que je lis beaucoup aujourd'hui. Alors que plus jeune, j'étais plus j'ai eu une grosse période science-fiction dans mon adolescence et je suis venu un peu plus tard sur le polar et sur le thriller, plus vers 20 ans. Ouais. et bonsoir Johan, tu as oublié d'écrire que tu étais là. Eh bien, bienvenue quand même, Ouais. en mode silencieux. Ça s'appelle du lurk, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. On apprend tous les jours, tu sais. Ouais. Si tu étais un marque-page original, Oh la vache. C'est dur ça va ça. pas rentrer dans le livre, une vache. Hein. Si j'étais un marque-page original, oh là là, question super compliquée. Je te remercie. Euh, ouais, Je, je te dis qu'on en moi parle j'aime. dans le monde entier. Ouais, ouais, ouais. Je dirais bien une jolie fleur, comme je sais pas, une jolie fleur séchée, comme une fleur d'hibiscus par exemple, ou quelque chose comme ça. C'est des fleurs que j'aime beaucoup. J'ai un super hibiscus à la maison qui fleurit pas souvent, il fleurit tous les 2 3 ans. Par contre, quand il se met à fleurir, il est en fleur pendant des semaines, voire des mois. Et c'est une fleur que je trouve magnifique et il faudrait que je songe à en faire sécher une pour l'utiliser comme marque-page. Une jolie fleur dans une peau de vache. Tu vois, on y revient, hein, C'est ça. toujours. Alors, c'est une question encore plus compliquée, ça. T'as droit à un joker, mais je te déconseille de l'utiliser trop tôt. Si tu étais un personnage. Si j'étais un personnage, oh, je dirais, je sais pas, Maître Yoda par exemple. Tiens. J'aime bien Maître Yoda. Un petit personnage qui fait pas trop de bruit, voilà, qui est bien campé dans ses habitudes, dans sa façon d'être. J'aime bien. Et qui répond à toutes les questions d'une manière. Enfin, ne réponds pas comme lui, du coup. Hein, parce que... Et non, oui, je vais essayer de faire les phrases dans le bon sens. Et Yoann nous dit un sage. Je ne sais pas si tu es un sage. Ouais. Ouais, écoute, c'est tout moi la sagesse. On va en reparler. Si tu étais un temps de conjugaison. Temps de conjugaison. Moi, j'aime bien vivre au présent. Alors, je n'écris pas au présent, mais pas encore d'ailleurs. Faudrait que j'y songe. Ça fait partie des petits défis d'écriture qui sont toujours assez sympas de se projeter dans l'instant présent. Par contre, voilà, dans la vie de tous les jours, moi, je suis quelqu'un qui vit au présent, voire au futur. J'ai toujours beaucoup de projets et beaucoup de choses en tête et pas du tout tourné vers le passé. Et donc, le présent. Pour Nathalie, eh bien, Guillaume Ça coupe, a ça coupe. un petit côté Yoda. Figure-toi. Voilà, si c'était le personnage, c'était Maître Yoda, Nathalie. Si tu étais une musique, une bande-son pour ton parcours d'auteur.
Si j'étais une bande son, si j'étais une bande son, alors j'écoute pas forcément beaucoup de musique quand j'écris, ça a plutôt tendance à me perturber un petit peu. Par contre, voilà, si je devais plutôt qualifier mes goûts musicaux, je dirais Ben Harper, dont je suis quand même assez fan, que je suis allé voir plusieurs fois en concert et que j'écoute encore très régulièrement. Si tu étais un signe de ponctuation. Si j'étais un signe de ponctuation, Salvatore aimerait bien que je dise le point parce qu'il trouve que je fais des phrases trop longues dans mes manuscrits. Donc je suis resté sur le point alors. Le point. Pour faire plaisir à Salvatore. Pour faire plaisir à Salvatore. Mais c'est gentil. C'est gentil de vouloir lui faire plaisir. Pour les gens qui ne savent pas, Salvatore est Je suis l'éditeur. entièrement d'accord avec Nico sur le concert de Ben Harper. Je l'ai vu à Bercy. Bon, ça commence à dater un peu, mais c'était vraiment probablement le plus beau concert que j'ai jamais vu. Je valide. Je l'ai pas vu en live, mais je valide. Ben Harper, c'est du grand. Pour les personnes qui nous rejoignent quand même, Salvatore est l'éditeur, le directeur de collection Phénix Noir chez IFS. Et donc, c'est lui qui vous dit que vos phrases sont trop longues, potentiellement. Petite dernière pour la route, pour ce questionnaire chinois, pas très chinois, mais si tu étais un verbe, lequel choisirais-tu ? Ah, c'est dur ça. Un verbe, oh là là. Là, je sèche un petit peu. Si j'étais un verbe... T'as le droit de dire voyager. Ah, voyager, c'est un beau verbe, t'as raison, ouais. Ouais, tu m'aiguilles bien là, sur cette idée-là. Ouais, voyager, c'est un très beau verbe qui me qualifie pas mal, que ce soit dans l'écriture, dans la lecture ou dans la vie réelle. C'est un verbe qui me qualifie pas mal, ouais. On a vu Ben Harper à Werther. Je sais pas si tu connais Werther. Avant Ah non, je Radiohead. connais pas Werther, non. Avant Radiohead, mais oui, du coup, ça devait être une super soirée, j'imagine. Nathalie te propose écrire aussi comme verbe. Écrire, c'est pas mal aussi, ouais. Écrire et voyager. Mais c'est cette soirée, en fait, hein. Résumé en 2 verbes. Oui, moi je te propose des choses pour me faire des transitions en or, tu vois. C'est mon côté pragmatique. Eh bien, on va déjà... En fait, la règle ici, hein, Guillaume, puisque je t'en avais un peu parlé, mais c'est toujours les questions du chat en priorité. Et donc, Attraction Duty demande, y a-t-il un auteur que vous adorez et pourquoi ? Ah là là, il y en a beaucoup que j'adore. On a parlé des fourmis tout à l'heure. Werber, c'est un auteur que je trouve vraiment excellent dans sa façon d'écrire, dans sa façon de faire vivre n'importe quelle scène. Alors je sais qu'il fait aussi beaucoup de masterclass et beaucoup de choses comme ça que j'ai jamais suivi. Faudrait que ça pourrait valoir le coup et de jeter un coup d'œil sur ces techniques profondes d'écriture. Mais je trouve que il y a toujours un petit quelque chose en plus dans son écriture et dans sa façon de décrire certaines scènes. Après, c'est compliqué. Il y en a dans le polar, le thriller francophone aujourd'hui. Il y a tellement de gens brillants que je voudrais pas en citer certains au détriment d'autres. Donc plutôt des gens comme ça, ouais. Plutôt des gens comme ça. Et chez nos amis anglo-saxons, alors j'ai eu une période où j'aimais bien Harlan Coben. Maintenant, je trouve que ça devient un peu trop stéréotypé. Là, je peux me permettre de le dire. De toute façon, je pense pas qu'il viendra nous faire la remarque. Ici, mais il arrive qu'à 21h. Tu peux. Et je trouve que maintenant ça devient un peu trop redondant et un peu stéréotypé. Après, j'aime bien des mecs un peu plus anciens, dans le sens un peu plus âgé, comme James Liebert par exemple. J'aime beaucoup l'ambiance de ces bouquins dans le bayou de la Louisiane. Je trouve ça super sympa. Ça donne envie. Et puis, ça donne envie de parler de tes livres aussi. Parce qu'on, là, on est dans le vif du sujet. Donc la première partie du live, je le répète, est consacrée à tes 3 livres. Et vu que je suis pragmatique, comme je le disais, je te propose de le faire dans l'ordre chronologique d'écriture. Pas tant qu'à faire. Hein. Oui, parce que ça a un sens aussi dans l'évolution des personnages, même si c'est des romans complètement indépendants. On va en parler parce qu'on retrouve certains personnages d'un livre à l'autre.
Première question, elle va te renverser par son incroyable originalité à ce niveau-là, hein, je t'avais prévenu. Est-ce que tu peux nous pitcher ce premier roman, Dernier jour à Donc le Alep? premier, Dernier jour à Alep. Donc Dernier jour à Alep. Donc c'est un thriller que je qualifierais de teinté d'espionnage sur fond de bioterrorisme et dans lequel on va suivre Mathias, un jeune médecin parisien qui a perdu son père quand il était enfant, hein. Quand il avait 6-7 ans, son père est décédé d'un cancer. Donc lui est devenu cancérologue par la suite, hein, un petit peu par vocation à cause de cet événement dans sa jeunesse. Sauf que 25 ans plus tard, eh ben, il croit reconnaître son père au journal télévisé et sous les traits d'un type présenté comme un terroriste, originaire de Syrie. Donc il va chercher à comprendre si c'est bien son père, et si c'est son père, bah, qu'est-ce qu'il fait là-bas, hein, comment est-ce qu'il est arrivé dans cette situation. Donc il va chercher des réponses finalement à tout ça, et il va se retrouver évidemment pris dans un engrenage qui va vite le dépasser. Donc ça c'est vraiment le thriller de base, donc sur fond de bioterrorisme entre Paris et la Syrie, parce qu'il se retrouve au milieu d'une organisation terroriste qui cherche à nuire à l'Occident. Mais en filigrane, au long de ce roman, moi ce que j'ai voulu vraiment travailler, c'est la relation père-fils, voilà, qui transparaît un petit peu, c'est le thème sous-jacent dans ce roman. Et donc je le précise, comme ça c'est fait, il vient tout juste d'être réédité, comme je le disais, chez Ouais. Phoenix, donc tout nouveau. Pour les gens Le qui ne 14 l'auraient juin, pas. donc, mardi prochain, Ah bah voilà, dans toutes les bonnes librairies. c'est vrai, mi-juin. Mais c'est parce que moi je l'ai déjà Ouais. eu à côté de moi, dans les salons, que je pense qu'il est déjà sorti, mais... Donc, notez-le. J'ai plein de questions, évidemment. On va essayer de se contenir un minimum, hein, sinon on va finir à 3h du mat. J'ai Ah oui, non, promis. là, c'est un peu trop. Mais en gros, pour cette réédition, ma première question c'est ça, ça fait quoi de voir ton premier roman s'offrir une nouvelle vie? Bah, c'est génial. Enfin, ce qui était dur, en fait, c'était d'avoir ce roman qui était là, qui était écrit, qui existait, mais que finalement personne pouvait lire. Parce que, bah, donc, voilà, on l'a un peu sous-entendu tout à l'heure, mais ce roman, comme le second, comme le deuxième, a eu une première vie chez une autre maison d'édition qui a fait faillite, qui a mis la clé sous la porte. Et donc le roman était plus disponible, il était plus commandable par les libraires et ni sur aucune plateforme. Donc ça avait un côté très frustrant en fait d'avoir ces livres qui en plus avaient eu plutôt un bon accueil. Le Dernier jour à Lèvres, c'est un livre qui a été primé sur plusieurs salons. Les deux romans ont eu des très bons retours et des très bonnes critiques. Et c'était vachement frustrant en fait d'échanger avec des lecteurs, notamment à la sortie du troisième, et de leur dire bah je suis désolé pour l'instant. Les deux premiers romans sont pas disponibles, à part à les trouver d'occasion à droite à gauche. Donc ça avait un côté très frustrant, et là, je suis super content que IFS et la collection Phoenix Noir m'aient fait confiance pour ressortir ces deux livres. Et il y avait un petit côté un peu émouvant d'avoir mes trois bouquins sur la table lors des précédents salons, là, lors des derniers salons. Je confirme. Et tu parlais, c'était une de mes questions, hein, ce livre, Dernier jour à Alep, a eu des prix. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Parce que c'est marrant, comme ça, ces livres qui, malheureusement, ne sont plus disponibles à un moment parce qu'une maison d'édition s'écroule, mais ce livre, il a de très bonnes critiques, je tiens à le dire, et puis une belle vie. Donc elle va continuer. Ouais. Il a été primé à plusieurs reprises. Ouais, il a eu le prix du Ballet de la Découverte en 2018. Hein, donc c'est un prix qui était remis par un blog à l'époque. Donc c'était un prix du premier roman. Il a eu le Grand Prix du Salon de Nemours en 2019. Là, celui-là, je m'y attendais vraiment pas. Enfin, l'année d'avant, c'était Olivier Norek. L'année d'après, c'était Nicolas Lebel. Et là, j'étais dans une sélection avec Claire Pavant, avec Sonia Delzongle, avec René Manzor, avec vraiment des auteurs. J'étais déjà super content d'être invité dans un salon avec eux, alors que le roman soit sélectionné au prix et qu'il soit élu sur ce prix du salon de Nemours avec tous ces gens-là autour de moi. Je m'y attendais vraiment pas, et c'était vraiment ouais, une super aventure. Il a eu un autre prix au salon du Polar de la Sausset aussi en 2019. Il a été nominé à plusieurs autres prix. Donc pour un premier roman, c'était assez extraordinaire, ouais, de se retrouver dans ce milieu des salons que je connaissais pas, que j'avais côtoyé un petit peu en tant que lecteur,
mais sans plus. Et de s'y retrouver en tant qu'auteur avec son premier roman et qui en plus mis en avant de cette façon, c'était assez extraordinaire. Ouais. Et donc, Attraction du Tindy, merci Sal, Marco et JP, alors. Ouais. Et déjà, oui. Et une question, y a-t-il un ordre pour lire tes livres? On va en parler tout de suite. Donc tu le disais, c'est mieux. Bah, c'est mieux. Enfin, après, moi, je fais partie de ceux qui aiment bien lire l'œuvre d'un auteur dans l'ordre chronologique, parce qu'on sait que l'écriture évolue aussi avec le temps. On apprend aussi de ses petits défauts, etc. Même si on leur travaille pendant longtemps, y compris avec les éditeurs. Au fur et à mesure des romans, on apprend aussi un petit peu à gommer certaines choses dans son écriture. Donc j'aime bien lire les romans dans l'ordre chronologique. Après, c'est des romans qui restent complètement indépendants sur des thèmes. On en parlera après avec les autres, mais c'est des thèmes très différents sur les trois romans. Donc, on peut très bien être un peu. Je sais que celui-là, par exemple, Dernier jour à Alep, même s'il a eu des très bons retours, ça m'est arrivé en dédicace ou en salon d'avoir des gens qui étaient assez fermés et assez rebutés par l'aspect terrorisme, en fait. C'est quelque chose qui fait un peu peur et il y a des lecteurs et des lectrices qui ne veulent surtout pas aller vers ce type de roman. Donc peut-être que pour eux, l'important n'est pas la chute ou le crépuscule des éléphants sera beaucoup plus dans leur envie de lecture. Et tu parlais Mais de thèmes difficiles. Hein. Alors, on parle de maladie, on parle de terrorisme. T'es pas du genre à chercher la simplicité, j'ai l'impression. ouais, après, je pense qu'on écrit un peu. Moi, en tout cas, j'écris sur des sujets qui me touchent ou qui me tiennent à cœur. Hein. Enfin, Dernier jour à Alep, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Enfin, c'est le point de départ de ce roman-là. C'est un sujet assez personnel, puisqu'il se trouve que j'ai perdu mon père quand j'étais très jeune. Et donc, en grandissant, comme j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, j'ai toujours eu quelque part des idées en tête, de me dire, ah ouais, mais peut-être que c'est pas vrai, et peut-être qu'il est toujours là quelque part. Et en lisant beaucoup et en ayant énormément d'imagination, forcément, on se fait des petites histoires comme ça. Donc, ce thème de roman sur le père qui ressurgit, je l'ai toujours eu en tête depuis tout petit. Donc là, c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Après, le crépuscule des éléphants, par exemple, ça traite, on en parlera tout à l'heure, hein, ça traite du trafic d'ivoire et de la protection des animaux. C'est aussi un sujet qui me tient à cœur. Donc, j'écris sur des sujets qui me portent et qui me touchent. Et beaucoup de recherches. Parce que, par exemple, puisqu'on est sur Ouais. Dernier jour à Alep, on parle de terrorisme. Faire des recherches là-dessus, c'est chaud, quand même. Et ton moteur Ouais, de recherche est peut-être... faut faire attention à ce qu'on faut met faire dans son moteur de attention. recherche. Oui, c'est sûr. Après, comme je disais tout à l'heure, hein, le terrorisme ne reste que le prétexte de fond en fait du roman, enfin, pour construire cette histoire autour de la relation père-fils. Donc, je vais pas forcément très très loin sur les sujets de terrorisme. Par contre, je suis allé beaucoup plus loin sur la partie syrienne. J'ai fait beaucoup de recherches sur Alep et sur la Syrie, parce que malheureusement, j'y ai jamais mis les pieds et c'est pas pour tout de suite. J'ai beaucoup de recherches encyclopédiques sur cette partie-là, puisque toute une partie du roman se passe là-bas. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent autour du savon d'Alep, qui a sa place aussi dans le roman. Donc j'ai lu beaucoup de choses et j'ai regardé pas mal de reportages et de choses sur Alep et sur le savon d'Alep. Ouais. Et Johan demande, est-ce que c'est une obligation d'éprouver ce que vous écrivez? Non, c'est pas une obligation parce que dans certaines scènes, je préfère ne pas éprouver ne pas éprouver ce que ressentent mes personnages. C'est pas une obligation d'éprouver toutes les scènes. Par contre, c'est vrai que si c'est un sujet ou un thème qui me touche pas ou qui m'intéresse pas, je pense que je vais avoir du mal à broder une histoire dessus. J'ai besoin d'être quand même d'une certaine façon passionné par mon sujet. Et bonsoir Sylvie, la polardeuse, bienvenue. Est-ce que on peut dire en deux mots, tu travailles dans l'industrie, si je me rappelle, où tu Ouais. travaillais, où tu travailles toujours, hein, je dis Bon, pas... pour l'instant, je suis entre T'es deux postes, mais un peu oui, entre deux, parce que je travaille ça a de l'importance, mais est-ce que tu peux dire en deux mots ce que tu fais dans la vie, en dehors de quand tu écris? ouais, ouais, bien sûr. Je suis ingénieur de formation et je suis responsable qualité dans l'industrie
un peu plus d'une quinzaine d'années, donc plutôt dans l'industrie mécanique. Et ma question, est-ce que ça forge ta méthode de travail quand tu écris ou pas du tout? Bah, il y a un côté assez mécanique dans l'écriture d'un polar. Ça fait aussi partie de ce que j'apprécie dans l'écriture du polar et du thriller. Il y a une mécanique assez fine sur la gestion des rythmes et la gestion de l'intrigue, sur la façon d'amener éventuellement, d'introduire des fausses pistes, et d'emmener le lecteur à l'endroit où on veut qu'il arrive. Donc ce côté un peu mécanique et un peu scientifique de l'écriture, il y a sans doute un peu ma formation qui prend le pas sur cette partie-là. Mais j'aime bien aussi me laisser porter par, je disais tout à l'heure, j'éprouve pas tout ce que je décris, mais je me laisse me laisse porter assez facilement aussi par mes émotions quand je suis en train d'écrire. Ça m'est arrivé, je sais pas si c'est le cas pour toi aussi, Fred, mais moi ça m'est arrivé de finir certaines scènes, des scènes un peu intenses, des scènes un peu dures. Ça m'est arrivé de finir de les écrire, mais complètement épuisé. Je finis, je ferme l'ordi et je vais me coucher directement, mais vraiment sur les rotules, quoi. Écoute, moi Ça parfois demande je une commence énergie certaine. fatigué, je commence déjà fatigué, donc c'est mal barre. Mais oui, complètement, pour répondre à ta question, oui, complètement. Je pense que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de personnes qui écrivent. Et ça a toujours été une volonté d'écrire, t'as toujours fait ça dans un coin de ta tête, parce qu'en général, le côté ingénieur, scientifique, tout ça, c'est spontanément, on ne se dit pas que ce sont ces gens-là qui écrivent des livres, et c'est une idée Ouais, ouais, c'est reçue sûr. un peu stupide, hein, d'ailleurs, comme beaucoup d'idées Ouais, reçues. Mais est-ce que tu as toujours eu ça en toi, ou est-ce que c'est un déclic un jour ouais, ouais. Non, qui t'est venu? j'ai toujours eu, alors un peu des deux en fait, parce que j'ai toujours eu un goût certain pour l'écriture. Quand j'étais ado, j'ai toujours déjà été un très très gros lecteur depuis tout petit, depuis que je sais lire. Et quand j'étais ado, ça m'arrivait d'écrire des petites histoires sur un coin de table, sans forcément penser à aller plus loin et à en faire un truc un peu plus construit. Après, c'était un peu passé au second plan, bah, parce que la vie étant ce qu'elle est, les études, la vie de famille, la vie professionnelle, il y avait d'autres priorités. Et puis au bout d'un certain temps, bah, on a quand même toujours ces petites envies, ces petits démons qui nous gratouillent le dos. Quelques petits événements familiaux, une lassitude professionnelle à ce moment-là, et puis on se lance, on se demande qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement. Enfin, on se dit tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pris un crayon, que j'ai pas écrit. J'avais toujours cette histoire qui me trottait dans la tête. Donc il y a eu un moment où je me suis lancé, peut-être aussi pour me prouver si j'étais capable d'aller au bout de quelque chose de plus conséquent, donc l'écriture d'un roman dans son ensemble. Et puis c'est venu assez facilement, donc j'ai continué. J'ai eu la chance d'être édité, donc après, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on s'arrête plus. Et en parlant de ne plus s'arrêter, eh ben, je te propose qu'on passe au livre d'après, Mhm. parce que, bon, on va en parler, mais quand on écrit un très bon premier livre, il faut assurer le coup derrière. Eh oui. Ça, c'est pas simple. Est-ce que tu peux nous pitcher ton roman? L'important n'est pas la chute. Ouais. Et je le précise Donc tout de suite, l'important, comme ça on le sait, eh ben, lui aussi, il sort chez Phénix Noir le même jour, je pense. c'est ça. Voilà, On s'est pas compliqué la vie, les tu deux vois. sortent officiellement le 14 juin, donc les deux sortent mardi prochain. Ressortent, hein, donc là c'est même topo que pour Dernier jour à Alep, hein, réédition de ce deuxième roman, L'important n'est pas la chute, qui avait vécu une première vie et qui redécolle la semaine prochaine. Donc là, on est sur un polar que je qualifierais d'un peu plus classique, dans le sens où on va suivre le déroulement d'une enquête de police. Donc on démarre par un accident de parachute. Alors pour la petite histoire, cette histoire d'accident de parachute, là, c'est un truc que j'ai rêvé en fait. Je me suis réveillé un matin avec cette histoire d'accident de parachute et je suis parti là-dessus et j'ai brodé le roman là-dessus. Donc accident de parachute dont est victime un riche industriel parisien. C'est un type qui a monté plusieurs affaires. Il a réussi à chaque fois, hein. Il est vite arrivé au sommet. Non, quand on arrive au sommet, bah, des fois on laisse quelques casseroles derrière soi ou on fait quelques jaloux. Et donc il a cet accident de parachute. Donc on se rend compte très vite dès le début du roman que c'est pas un accident, que c'est pas du tout un accident, hein. Donc il y a une enquête qui démarre. Et donc la capitaine de police parisienne, donc là on est en région parisienne, hein, qui va mener les investigations, va chercher voilà, à trouver si c'est via ses affaires que quelqu'un lui en veut, hein. Est-ce que c'est des raisons bassement professionnelles ou de jalousie, ou est-ce que c'est quelque chose d'un petit peu plus profond parce qu'il se trouve qu'elle le connaît déjà, cet homme, parce que quelques années auparavant, elle avait enquêté sur la disparition d'une de ses filles.
Donc, toutes les affaires sont liées? Est-ce que tout est lié? Est-ce que c'est une seule et même personne qui est derrière tout ça et qui en veut à cet homme depuis toujours? C'est ce qu'elle va chercher à démontrer. Et donc, bonsoir, Oli Oli Boîte. On en reparle tout de suite, mais Sylvie la polardeuse demande quel est l'auteur favori. Du coup, vu que tu hésitais Ah en oui, plusieurs, bah, on a déjà dit Bernard Werber, mais tu peux en trouver ouais. un autre. Du coup, ça permet d'en dire plusieurs, et ça c'est cool. Bah, C'est- j'ai parlé de Bradbury aussi. Et Bradbury, c'est dans ma période plus jeune, plus science-fiction, c'était l'auteur que je vénérais. mais plus sérieusement, non, c'est pas sérieux du tout, mais tu te rappelles de tes rêves et je suis super jaloux. Parce qu'en Alors, fait. je me rappelle pas tout le temps. Ah, Je me rappelle pas tout merci. le temps. Ça Merci. m'arrive de temps en temps. Et là, enfin, cette histoire d'accident de parachute, mais je me rappelais de tous les détails de ce qui se passait, de ce qui arrivait à cet homme. Donc, j'ai noté tout de suite. Alors après, euh, j'ai aussi quand même dans ma table de chevet un petit calepin, et ça m'est déjà arrivé de me réveiller la nuit et de noter les rêves que je venais de faire, parce que ça m'arrive aussi quand même de temps en temps de me réveiller au milieu de la nuit en me disant tiens, ça c'est pas mal comme truc, et puis le lendemain matin, bah, tu t'en rappelles plus. Vous avez les coulisses hein, de. Mais c'est vrai que moi je me rappelle jamais de mes rêves, tu vois, donc je suis super jaloux parce que je suis sûr qu'il y a des trucs de dingue dedans, mais je m'en rappelle jamais. Et donc je Bah, suis un peu il déçu. paraît que ça se travaille, hein. Il paraît que ça se travaille de se rappeler. Je pourrais pas te donner la Attends, technique, mais on a un si sujet. tu fais quelques recherches, ouais. On a un sujet. J'ai dû être traumatisé par mes rêves. Et tu disais que tu te rappelais de tout. On parle d'un saut en parachute. Tu en fais, tu en as déjà fait, ou c'est quelque chose qu'en plus Non, t'as jamais non, non, fait? Parce que quand tu je dis sais je me pas rappelais pourquoi des c'est arrivé. détails, t'as envie de dire, mais alors c'est que t'en as fait. Parce que Non, non, bah non, même pas. Alors, après, c'est peut-être, je sais pas, j'avais peut-être vu un reportage à la télé ou un truc qui parlait de saut en parachute la veille, hein, je sais pas, mais non, non, j'ai jamais fait de. Enfin, par contre, faudrait que j'essaye parce que c'est quelque chose qui me tenterait bien. Mais non, non, enfin, alors après, c'était que le point de départ de ce roman, hein. Après, j'ai brodé tout le reste de l'intrigue, je l'ai construite différemment, hein, mais ce point de départ de l'accident de parachute, je trouvais ça vachement original et vachement sympa comme départ de roman. sérieusement, tu sauterais en parachute après avoir écrit un livre où il y a un accident de saut en parachute? Ah, bah, sans aucun problème. Ils sont fous ces auteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc tu disais on est plus dans du policier, mais accident de parachute, il y a beaucoup de suspects, puisque comme tu le dis, bah, quand on réussit, on pourrait potentiellement avoir beaucoup de jalousie. Et Ouais. dans ce cas-là, ce sont les lecteurs qui jouent un peu les enquêteurs. T'as voulu leur donner un peu les Ouais, un clés? petit peu, ouais, un petit peu, ouais. J'essaye de pas en dire trop et de leur laisser se faire leur propre opinion sur qui en veut à ce gars-là, quoi. Après, il y a un peu une double, c'est un peu une intrigue à tiroir, c'est-à-dire qu'au départ, on démarre vraiment sur ses suppositions professionnelles, et puis il y a ces histoires de disparition d'enfants qui viennent se greffer sur le, sur le roman. Euh, je disais tout à l'heure que j'ai besoin d'écrire sur des sujets qui me touchent. Là, typiquement, c'est juste mes peurs de père de famille, hein, qui rejaillissent dans un roman comme ça où on parle de disparition d'enfants. Et j'en profite pour dire bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait très très plaisir. On est avec Guillaume Ramsey, comme ça vous le savez. On parle là de son deuxième livre, L'important n'est pas la chute. On parle des parachutes. Et je me posais une question en lisant un peu tout ça. Euh, tu, Ça a l'air de partir du principe qu'on ne peut pas réussir sans se faire d'ennemis. Et je te demande ça notamment pour savoir à quoi m'attendre avec cette chaîne. Parce que j'espère bien qu'on va réussir, tu vois. Mais du coup, est-ce que je dois m'attendre à me faire des ennemis? Est-ce que Alors, tu es persuadé des, qu'on ne peut pas réussir? des ennemis, pas forcément. Des jaloux, peut-être un peu plus. Jaloux. Pour toi, c'est impossible de réussir. C'est quelque chose que tu as observé dans la vie, que voilà, on peut pas Oh, bah réussir oui, oui, sans. ça me paraît. Oui, oui, je pense que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour jalouser ou pour ne pas adhérer. Et en plus, en plus maintenant, ça a tendance à prendre des ampleurs sur les réseaux sociaux où tout le monde a un avis sur tout en étant expert de rien. Et voilà, quelqu'un qui réussit. En Belgique, je sais pas, mais en France, il y a quand même toujours
Voilà, c'est cette haine de celui qui réussit, en se disant c'est pas possible qu'il ait fait ça sans qu'il se passe autre chose derrière, quoi. Et Nathalie nous dit, en Belgique aussi, je confirme, Ouais, c'est peut-être dans l'esprit européen, peut-être, dit-elle. ouais, peut-être. Et Kiko me dit, bah merci, que j'en ai déjà probablement sans le savoir sur Twitch, mais j'ai rien fait à personne. Pourquoi j'aurais des ennemis? Non, bah écoute, on va essayer de gérer ça. Et Johan nous dit, prendre de la hauteur pour un auteur, ça me parle. Le sens de la formule de Johan, toujours, toujours, toujours. Euh, mais je le disais, difficile de se plonger dans un deuxième livre quand le premier finalement a une très très belle vie. Ouais, Tu en parlais il y a un tantôt. peu de pression, ouais. Il y a un peu de pression, parce qu'après on a toujours aussi quand même le syndrome de l'imposteur, hein. Ça, c'est encore, enfin, c'est toujours le cas mais c'était encore pire au premier roman, hein, quand, ce que je disais tout à l'heure, quand on se retrouve sur des salons avec des pointures du milieu du polar, et on se demande un peu ce qu'on fait là avec eux. Donc il y a toujours quand même ce petit syndrome de l'imposteur qui se promène quelque part. Et quand on doit arriver avec un deuxième roman et confirmer, c'est ouais, il y a un peu de pression, ouais. Bon après, je suis pas forcément, on le sent. Après moi, je fais assez vite abstraction de tout ça, donc j'arrive à m'en débarrasser assez vite. Alors j'en profite, merci beaucoup Attraction Duty. Voilà des points de chaîne qui sont très très bien dépensés puisque tu me fais un chin-chin à ta santé. Mais c'est de l'eau, hein, toujours. Parce que sinon je tiendrai jamais jusqu'à la fin. Vous faites tout le temps des chin-chin. Donc Guillaume, si tu veux boire avec nous, tu n'hésites pas. Mais donc les Ouais, bah, j'ai personnes oublié de qui... prendre un verre, mais Ah mais écoute, si à un moment tu veux faire une pause pour aller te chercher à boire, c'est bien, ah c'est oui, non mais tu n'hésites pas, hein, on fait un arrêt au stand, y a pas de souci. Donc santé, merci beaucoup. Et donc, comment ça s'est passé pour toi, Oui. cette écriture, cette confirmation? Donc, tu fais un peu abstraction de la pression, ok, mais après, il y a quand même un livre à écrire. T'as affiné tes méthodes, tu t'es dit, ok, je pars sur complètement autre chose. C'était une idée que tu avais déjà en tête, cette histoire de rêve et de parachute. Comment tu choisis sur Bah, quoi tu travailles quand tu dois y aller sur un deuxième? ouais, après, enfin, j'avais plutôt envie, oui, de faire quelque chose d'assez différent parce que je voulais pas m'enfermer dans un style, tu vois. Je serais reparti sur un thriller d'espionnage un peu dans le même style que Dernier jour à Alep. Euh, Là aussi, c'est peut-être très, très européen ou très français, mais on a vite tendance à se faire enfermer ou à enfermer les gens dans des cases. Et j'avais pas envie qu'on me colle une étiquette auteur de romans d'espionnage. Donc je voulais faire un peu autre chose. Donc je suis parti plus sur du polar un peu plus classique, un peu plus, je pense un peu plus dur. Ouais, il y a des scènes qui sont un peu plus hard dans L'important n'est pas la chute. Après, je pense que je l'ai beaucoup plus relu et beaucoup plus travaillé, ouais, avec cette petite pression du deuxième roman qu'il fallait réussir, ouais. Bah, pareil, hein, les commentaires sont très très bons. Preuve que ça s'est pas trop mal passé pour ce livre-là non plus. Et à l'époque, et puis là il ressort. Donc t'es stressé de voir ces livres sortir là comme ça, mi-juin? Parce que l'époque est un Non. peu différente de quand ils sont sortis la première fois. C'était en quelle année? Bah, Dernier jour à l'Ep, il est sorti en 2018 et L'important n'est pas la chute en 2019. Donc ils sont pas si vieux Ils que sont ça, pas hein. très vieux. Hmm. Ils sont restés, voilà, ils sont restés dans les tiroirs pendant un an et demi après la disparition du premier éditeur. Donc finalement, ça s'est fait quand même assez vite, hein. Donc je suis super content qu'il ressorte. Et non, non, j'ai pas du tout de pression par rapport à cette sortie-là. Je suis surtout ravi qu'il soit disponible et que les gens puissent les lire. Et donc Kiko ajoutait, donc c'est la mentalité chrétienne ça, et c'est purement latin. Une question de Johan aussi, est-ce d'abord écrire pour le plaisir que tu fais Ah quand on oui, t'écoute? ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Si le jour où le jour où ça me fera chier pour parler pour parler clairement d'écrire où il faudra que je me force pour me mettre derrière mon clavier et pour sortir quelques pages, ça marchera plus. Mais de toute façon, non seulement ça marchera plus pour moi, mais ça se ressentira. Je pense que ça se sent forcément dans l'écriture. Si c'est de l'écriture forcée, si t'es pas vraiment en train de prendre du plaisir, en train de à sortir
à sortir les histoires que tu es en train de produire, je pense que ça se ressent directement. Triple Carmélite pour Ah, Kiko. c'est tentant, ça. Bah, c'est tentant, bah oui. Bah oui. Streamer ou boire, il faut choisir. Ouais. Quoique. Je sais même pas si on peut boire en direct comme ça. Avec Ah oui, modération. ouais. Avec modération. Pour l'instant, je respecte à mort le timing que je t'ai promis. Ah, écoute. Et donc, sans transition, et en attendant les prochaines questions, alors tant qu'on n'en fait pas la promotion, on peut... Eh ben écoute, c'est bon à savoir. Pour les fêtes nationales, puisque vous voulez visiblement qu'on soit en live, eh bien on va l'être. Est-ce que tu peux nous pitcher ton dernier roman écrit Ouais. qui, et je le précise, est toujours disponible dans la connexion Phoenix Noir Ah oui, chez ah oui. IFS, lui aussi, et 3 fois plus de plaisir. Les trois sont disponibles. Enfin, les deux premiers disponibles dès la semaine prochaine et l'autre est disponible depuis l'année dernière, depuis avril 2021. Enfin, donc, Le Crépuscule des éléphants. Donc là encore, une histoire complètement différente. Où là, cette fois-ci, on va aller faire un petit tour en Afrique. Donc alors, on revient plutôt sur du thriller que sur du polar. Alors, je pense qu'on peut disserter pendant des heures sur la différenciation thriller, polar, etc. Enfin, basiquement, pour moi, un polar, c'est plus centré sur enquête de police, méthodologie policière, etc. Thriller, on est plus dans le vague et ça peut être des personnes lambda qui se retrouvent mêlées dans des histoires à suspense. Euh, donc là, on est sur à nouveau un thriller. Celui-là, je dirais que c'est un peu plus un thriller un peu plus engagé écologiquement, dans la mesure où on va parler de trafic d'ivoire. C'est vraiment le sujet que j'avais envie d'aborder. Alors sur celui-là, tu vois, le point de départ de ce roman-là, c'était un reportage que j'ai vu aux journées télévisées qui parlait d'un massacre qui avait eu lieu dans une réserve en Afrique. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'était au Kenya, où donc il y avait une vingtaine ou une trentaine d'éléphants qui avaient été massacrés uniquement pour leur défense. Et ce qui m'avait frappé, c'est que les braconniers avaient massacré, mais vraiment toute la harde d'éléphants, y compris les éléphantaux qui pourtant n'avaient pas de défense et n'avaient rien à proposer, hein, mais ils avaient massacré tout le monde. Donc ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué. Quelques temps après, je suis tombé sur des articles qui relataient des assassinats de personnes qui vouaient leur vie à protéger les animaux en Afrique. Et je me suis dit que c'était un sujet que j'aimerais bien porter un petit peu et que j'aimerais bien traiter dans un roman, même dans un thriller et dans un roman de littérature noire, de littérature populaire, parce que je considère pour ma part que même la littérature dite populaire peut servir à faire passer des messages à notre échelle, hein. Donc c'est de là que je suis parti pour ce roman-là. Et après, dans ma construction littéraire, sans aucune prétention, je trouverais rigolo aussi de réutiliser un petit peu mes personnages. Donc on va retrouver Camille, la capitaine de police de L'important n'est pas la chute, qui va se retrouver dans ce roman et dans lequel elle va croiser aussi Mathias, le personnage de médecin de Dernier jour à Alep. Parce que je trouvais ça rigolo de faire croiser un petit peu mes personnages. Donc ça reste des romans complètement indépendants et que vous pouvez lire chacun de leur côté. Mais pour ceux qui me suivent depuis le début, je trouvais que c'était des clins d'œil sympas aussi de faire vivre un peu ces personnages. Et donc là, il se trouve que Camille va se rendre au Gabon suite à l'appel au secours d'un vieil ami activiste. C'est un gars qui est co-gestionnaire d'une réserve au Gabon. Euh, et donc l'autre gestionnaire est assassiné, c'est le point de départ du roman. Donc lui, il se sent menacé. Il peut pas vraiment faire appel aux autorités locales parce qu'il y a aussi malheureusement beaucoup de corruption dans ces pays-là et en particulier pour tout ce qui est un peu attrait au circuit de braconnage. Et donc il fait appel à son ami capitaine de police qui va venir très officieusement l'aider un petit peu pour voir un peu ce qui se trame dans cette réserve. Et donc ils vont vite se rendre compte que finalement le trafic d'ivoire dont ils sont victimes a des ramifications qui vont vraiment bien au-delà du simple Gabon, y compris jusqu'en Asie et dans tous les circuits de recel et de revente de cet ivoire en Asie et en Europe. Puisque aujourd'hui c'est malheureusement beaucoup dans ces pays-là que ça finit. Bonsoir, Plouchette. Bienvenue. Il n'y a pas d'heure pour arriver ici. Il n'y a pas d'heure.
Euh, Corruption, trafic d'ivoire, bah, à nouveau, tu prends pas le chemin de la facilité, j'ai envie de te dire, au niveau Mm. des recherches. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été sur place ou pas? Et Alors, comment est-ce je qu'on suis fait des pas allé au recherches? Gabon. Je connais plus l'Afrique, on va dire, subéquatoriale. J'ai visité des réserves en Afrique du Sud et en Namibie. Donc c'est là où j'ai vu un peu comment ça se passait dans les réserves africaines. Après, j'ai déplacé mon intrigue au Gabon pour une raison purement tactique, parce que mon personnage principal, donc capitaine de police, est française. Et donc c'était quand même plus facile d'avoir un pays francophone pour pouvoir déplacer une partie de mon intrigue. Après, au-delà de ça, le Gabon fait partie aussi des, malheureusement des pays qui sont fortement touchés par ces phénomènes de braconnage. Après, sur la partie trafic, j'ai lu énormément de rapports, notamment les rapports du WWF qui sort un rapport annuel sur le trafic d'animaux sauvages. Il y a un rapport très complet, on trouve beaucoup d'informations et beaucoup de choses très effrayantes sur l'avenir de certaines espèces. Il faut savoir que le trafic d'animaux sauvages aujourd'hui, c'est le troisième au monde après les armes et la drogue, hein. Et ça, voilà, ça sert malheureusement. Il y a énormément de capitaux qui passent via ces circuits. Et ce qu'on voit aussi dans ces rapports, ce que j'ai essayé un peu de faire passer dans ce roman, c'est que c'est trop facile de jeter la pierre aux villageois qui vont abattre un éléphant ou qui vont abattre un animal pour le revendre, pour la simple et bonne raison que bah, très souvent ils ont que ça. Ils ont rien d'autre pour vivre. Donc s'il y avait d'autres solutions qui leur étaient proposées, s'ils avaient d'autres moyens de survivre, déjà ça éviterait qu'ils en soient amenés à ces extrémités. Et le vrai problème, c'est les commanditaires et les circuits de recel. Et aujourd'hui, il y a aussi malheureusement beaucoup de groupuscules terroristes encore. Alors, c'est pas le biais que j'ai pris dans ce roman, mais c'est la réalité aujourd'hui, c'est que ce trafic d'animaux sauvages et ce trafic d'ivoire, aujourd'hui, sert à financer des groupuscules terroristes en Afrique subsaharienne, hein. Ça, c'est une réalité. Et donc, sujet à nouveau très important qui te tient à cœur, qui part d'un reportage que tu as regardé. Moi, j'ai Ouais, juste un clin d'œil, c'est la couverture que je trouve magnifique. Alors, elle est superbe. Ouais. je ne sais pas vous, mais moi, ça me fascine depuis le premier jour où je l'ai vu. Marie, bien joué, une fois de plus. Euh, Je trouve qu'elle fait vraiment ressortir la majesté de ce que peut être un éléphant. Enfin, et une certaine fragilité dans le regard, je ouais. trouve. Mais tu disais la sauvegarde des animaux, c'est une cause qui te tient à cœur. Je crois. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, pendant un moment, il y a une partie du prix du roman qui était Ouais, reversée. Je ne sais ouais, pas où tout à ça fait. en est. Si tu veux nous expliquer en deux mots. Oui, c'est toujours le cas. Donc depuis que ce roman est sorti en avril 2021, donc sur chaque exemplaire vendu, il y a 1 euro qui est reversé au WWF Belgique, donc pour participer à la protection des animaux et au programme de protection des animaux. Alors le WWF Belgique a fait un petit programme d'adoption virtuelle d'un éléphanto. Donc c'est-à-dire que tous les mois, vous allez participer un petit peu financièrement, et ces dons vont permettre de soigner, de nourrir un éléphanto quelque part dans une réserve en Afrique. Et Johan voit de la tristesse et de la lassitude dans son regard. Un petit peu, ouais, un petit peu. Mm. Très beau travail de Marie sur la couverture. Mais ça fait un petit catalogue bien chargé. Je pense que vous en avez un peu pour tous les goûts. Moi, je vous conseille de les lire dans l'ordre parce que il y a quand même ce côté avec les personnages qui reviennent. Bon, c'est toujours sympathique. Moi, je trouve Ouais. que. Mais on le répète, on le dira jamais assez. Mais s'il y a un thème qui vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez les lire de manière indépendante